Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 51ème review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé L'arcane suprême de l'école d'Avan a été diffusé le 2 octobre 2021 et marque le retour du chevalier dragon Baran ainsi que sa confrontation contre Yunkel. Il adapte les événements de la moitié du chapitre 181 jusqu'à la fin du chapitre 184, qui font le cœur du 20ème tome de l'œuvre originale. Ce 51ème épisode a été dirigé par Takao Kiriyama, principalement assistant réalisateur sur notre série préférée. Kiriyama avait participé à l'épisode 29, où il n'avait fait que de la mise en scène sans en dessiner le storyboard. Cette fois-ci, il s'en est bien occupé, mais est resté très classique, suivant de très près l'œuvre originelle, sauf évidemment quand cela parlait trop, où il a préféré montrer des paysages ou des dos qui parlent. Quant à la direction de l'animation, elle a été assurée par Yuji Akamata dont c'est la 5ème participation. Enfin assurée est un grand mot pour certains passages, notamment ceux concernant la garde. Ces passages sont le plus gros point faible de cet épisode. Il est enfin temps d'analyser ce 51ème épisode, et nous verrons ensemble que bien que sa première partie propose des plans parfois discutables, la seconde partie nous en a mis plein la vue. Allez, c'est parti! Avant de commencer cette analyse, nous ne pouvions pas faire l'impasse sur le nouvel opening qui signe cet épisode 51. Et il y aurait beaucoup à dire, et beaucoup de fans auront remarqué les différents spoilers placés de ci et là. Pour cette fois-ci, nous allons seulement révéler la présence de Valoria dans cette nouvelle introduction, qui tombe vraiment à pic pour répondre à nos interrogations. La survie de ce finaliste n'était pas très claire, voilà qui permet de se faire une idée de son état. Maintenant, place à notre view. L'épisode débute tandis qu'Adlar semble en bien mauvaise posture. Il est visiblement pris de malaise, ce qui est compréhensible étant donné que son verre de vin est vide. Le roi du mal supporte difficilement le sevrage, ou la gueule de bois. Bon, plus sérieusement, le corps du roi du mal n'arrive pas à suivre sa transformation en archifiélon, et le fait terriblement souffrir. A la base, cette scène apparaissait bien plus loin dans le manga sous la forme d'un flashback. Il aurait ainsi dû se situer environ 2 épisodes plus tard lors d'un affrontement entre certains membres de la garde d'Adlar et la coterie de héros, mais nous n'en dirons pas plus. Dans le manga, Albinas paraissait bien plus inquiète et surprise de l'état de son roi, là où son faciès est ici plus neutre. Sans verre oblige, aucune censure n'a été appliquée durant cette scène, ce qui permet de bien comprendre l'état dans lequel l'archifiélon se trouve. Ce début d'épisode est malheureusement marqué par des plans assez pauvres, qui sont heureusement entrecoupés de zooms sur le visage d'Adlar plus esthétique. Le roi refuse de mourir sans avoir vaincu Dai et découvert ses propres limites. Adlar a bien conscience que bien d'autres guerriers sont plus puissants que lui, mais souhaite au moins surpasser les disciples de son ancien ennemi. L'épisode nous propose alors un beau travelling avec une hiérarchie des puissances, là où le manga proposait une case présentant sobrement le plafond du décor. Sentant sa mort proche et inéluctable, Adlar demande à ses pièces de le pardonner, étant donné qu'elles disparaîtront en même temps que lui. C'est l'une des incohérences du manga. En effet, Adlar nous apprend que celui qui donne vie à des objets via le sort interdit vite à mourir, alors ses créations mourront également. Pourtant, quand Adlar fut tué par Yunkel lors de l'assaut contre Flézard, ce dernier est resté en vie. Et plusieurs explications sont possibles. Peut-être qu'Adlar n'était pas considéré comme totalement mort et ressuscité par Miss Vern. L'explication pourrait aussi venir du fait que l'aura des ténèbres d'Adlar était toujours présente, étant donné qu'elle provient de Vern lui-même. Ainsi, tant que le dieu du mal est toujours vivant, les créations de ce type pourraient continuer à vivre. De plus, Adlar ne dispose plus de cette aura des ténèbres après sa transformation en archifiélon. Et vous, est-ce que vous avez d'autres explications vis-à-vis de cette incohérence scénaristique ? Bref, quoi qu'il en soit, le personnage d'Adlar était complètement métamorphosé, et il aurait été impensable de le voir s'inquiéter pour le sort de son armée, ni même de s'excuser. Im ne se soucie guère de son propre destin, et ne pense qu'à la gloire de son maître et à l'accomplissement de ses désirs. Le pion est si déterminé et impliqué par son sens du devoir qu'il va en pleurer. La case originale était plus jolie, mais l'épisode nous régale d'un superbe plan surpassant le matériel de base. Adlar ne comprend pas comment une pièce de Ricalque peut pleurer comme un humain. Bien qu'elle puisse paraître anecdotique, nous verrons ensemble que cette scène sera absolument capitale dans l'évolution du personnage de Im. Une scène inédite au manga a aussi été ajoutée, dans laquelle Fenbred revient à la salle du trône. Cela permet d'expliquer pourquoi Im et Albinas iront sur les mortes-terres. Et en parlant de ce maudit endroit, nous retrouvons la troupe chercher Chiu. Ici, Pop indique qu'il doit retrouver vite le petit rongeur, tandis que dans le manga, il se contentait d'indiquer qu'il ne voulait pas s'éterniser en ces lieux. Ils retrouvent bien vite leur ami, et le visage de Chiu reprend à la perfection la case originale dans laquelle il est à peine conscient. En revanche, le visage de Pop semble ici plus fermé que dans la planche d'origine. Le dialogue a été légèrement changé. A la base, Chiu demandait à Pop s'il était venu pour le sauver, tandis qu'ici il les remercie de les avoir secourus.
Et Pop ne comprend pas de quoi il parle puisqu'ils viennent d'arriver. La scène reste cependant très fidèle, notamment quand le gros rat enfonce sans faire exprès le sceptre de Pop dans la bouche du magicien. Le rat finit par s'évanouir de fatigue, et à la base dans le manga il disent à Pop qu'il faudra aussi faire des efforts pour se distinguer, ce qui a été supprimé ici. On peut voir à la réaction du magicien que malgré leur joute verbale, il éprouve de la compassion et apprécie Chu pour son courage. Mais le silence est de courte durée, puisque Yunkel ressent une présence derrière lui grâce à son QI. Dans le manga, cette sensation était vraiment bien retranscrite, avec une case disposant d'un arrière-fond à la fois noir et blanc du plus bel effet. Et oui, en plus d'être ultra intelligent, notre beau gosse immortel dispose aussi d'un sixième sens. Il demande alors à Pop de quitter immédiatement les lieux avec les blessés. Le visage de Yunkel pêche un peu à ce moment-là, et on est assez loin de son expression dans le manga dans laquelle on pouvait voir qu'il y avait un vrai problème. Ceci étant dit, la musique et la mise en scène nous permettent de communiquer le malaise du beau gosse immortel. Pop ne comprend pas vraiment, mais obtempère en utilisant Lura pour mettre hors de danger l'équipe de Chiu. Si Yunkel est si troublé, c'est parce qu'il a détecté la présence de Baran qui révèle sa position. La réaction de Croco est très fidèle et il en reste bouche bée, tandis que l'une des poses de Baran est reprise de façon un petit peu hâtive. Les quelques planches lors de ce passage étaient vraiment classe et nous présentaient un chevalier dragon qui semblait plus posé qu'auparavant. Crocodile et Yunkel tentent de raisonner Baran pour qu'il cesse de vouloir finir son combat contre Dai. Dans le manga, leur faciès était beaucoup plus combatif, tandis qu'ici ils paraissent plus pacifiques, en particulier le BG. Pourtant, il est inutile de vouloir convaincre Baran, étant donné qu'il révèle que sa cible n'est autre que l'empereur Vern. Cette révélation semble surprendre nos deux héros, et leurs réactions sont assez fidèles, notamment l'œil du croco, en exprimant sa grande surprise. Et la scène est accompagnée de ce qui semble être le nouveau thème de Baran, que l'on pouvait entendre lors des épisodes précédents. La musique est emplie de tristesse et de mélancolie, et colle parfaitement à l'état d'esprit du chevalier dragon, qui va chercher la rédemption à travers le combat. Crocodile pense qu'étant donné que leur ennemi soit le même suffise à tirer un trait sur le passé et à s'allier, la détermination du roi des carnassiers est très bien retranscrite, et reprend à merveille la planche de base dans laquelle son regard était très expressif, avec un mélange de bonté et d'espoir. C'est un des temps forts de l'épisode, dans lequel l'émotion du manga a vraiment bien été adaptée. De façon générale, Crocodile a bénéficié d'un superbe travail sur cet épisode. Pourtant, tout ne va pas être si simple, et alors que le roi des carnassiers pose sa main sur l'épaule de Baran pour le raisonner, Yunkel va immédiatement comprendre qu'il faut vite reculer. Dans le manga, le guerrier immortel sentait que le chevalier dragon préparait un sale coup, et on pouvait le voir serrer le poing à travers sa cape, ce qui a été supprimé ici. Le pauvre roi des carnassiers va se prendre une énorme patate de forain dans la tronche, tandis que Baran utilise le pouvoir de son symbole. Le choc est terrible, et il retranscrit bien le matériel d'origine. La planche originale était incroyable, et l'on pouvait sentir à quel point le coup était violent. Un coup de coude bien senti envoie valdinguer la pauvre bête. Yunkel va aussi bénéficier d'un terrible traitement, et malheureusement l'échange de coups est assez maladroit, avec des dessins peu esthétiques, mais aussi des animations qui feront sourire plusieurs d'entre nous. En quelques coups, Baran a mis à terre deux vétérans du combat, et remis les pendules à l'heure sur son potentiel. Il retire alors majestueusement sa cape, et avec une classe que seuls les darons moustachus maîtrisent. Dans le manga, on pouvait voir une forme d'aura autour de lui, comme pour rappeler la toute-puissance dont il dispose avec Dragon Ikora. Baran confie qu'il a sauvé Chu uniquement par caprice, et parce qu'il était tombé sur lui par hasard. Mais grâce au rongeur, il connaît l'existence de la porte immergée, et va faire sa fête au dieu du mal. Malgré la toute-puissance de Baran, Yunkel considère que ce plan est suicidaire, et qu'il deviendra irrémédiablement l'unique cible de l'armée du mal. Mais peu importe pour le chevalier dragon, on peut bien lui envoyer des centaines d'hommes, il les massacrera. Et nous sommes gratifiés d'un magnifique plan sur le visage du chevalier dragon, qui en dit long sur sa détermination. Sur ces bonnes paroles, il demande aux deux anciens légats de retourner auprès de Dai. À l'évocation de ce nom, le regard de Baran va radicalement changer. Le travail autour de ce regard est excellent, et reprend à merveille le matériel de base, dans laquelle une douceur auquel le chevalier dragon ne nous avait pas habitués apparaît. C'est l'une des cases les plus importantes dans le développement de ce personnage, et l'équipe l'a adapté avec brio. Pendant ce temps, Léona et le reste de la coterie s'occupent des survivants suite à l'attaque de la garde d'Adlar sur le port de Sababa. Mam nous apprend que Chu et les autres sont sortis d'affaires, donc pas d'inquiétude, on pourra revoir notre petit rat très bientôt. Et Pop se fait passer un savon par Amy, parce qu'il a laissé Yunkel sur les mortes-terres. D'ailleurs, à la base, on pouvait la voir de face, et elle semblait vraiment furieuse. De son côté, Dai ressent quelque chose dans sa main. Ici, on la met au premier plan pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Tandis que dans le manga, des picotements étaient présentés et une lueur était utilisée, ce qui était plus explicite. Et on retourne du côté de Baran et Yunkel.
et notre beau gosse surdoué a bien compris les intentions du chevalier dragon moustachu. Celui-ci va se sacrifier pour son fils et vaincre Vern à sa place. Le beau gosse ainsi que l'armure à la lance maléfique qu'il porte refusent ce sacrifice, et l'épisode nous offre plusieurs plans magnifiques sur son visage déterminé. Le guerrier immortel dépose alors sa lance et utilise une posture le laissant complètement sans défense. Les mouvements lents de Yunkel nous laissent pourtant deviner qu'il s'agit d'une nouvelle technique. Baren n'arrive plus du tout à distinguer l'aura de Yunkel, comme si son corps était une étendue d'eau calme. Le guerrier immortel nous est alors présenté avec la mer en fond. Dans le manga, une page entière était dédiée à cette pose, avec un arrière-plan blanc de toute beauté. Et du coup, le moustachu diminue lui aussi son aura. Le croco ne comprend pas du tout ce qui se passe, et s'aperçoit que son aura est la plus grande alors qu'il est seulement spectateur. La colorimétrie de l'épisode est modifiée afin de marquer la dimension immatérielle de l'esprit combatif. Étant un vétéran au combat, le chevalier dragon comprend que cette technique consiste à encaisser l'assaut d'un adversaire pour profiter de la faille et l'attaquer en retour. C'est une technique d'Avan nommée Mutojin, ce qui a été traduit chez Tonkam par la posture désarmée. Dans cette adaptation, la technique s'appelle la garde du vide. Elle a été créée il y a plus de 15 ans lors du combat d'Avan contre Adlar. Et l'anime nous montre aussi pour notre plus grand plaisir les pages du recueil d'Avan, que nous ne voyons pas dans le manga. Cette scène avait été révélée dès le premier épisode de cette adaptation crue 2020, ce qui avait étonné les fans. Et oui, à l'origine ce n'était qu'à ce moment-là dans le manga que nous assistions à ce flashback. L'ancien héros encaissait ainsi de plein fouet le coup de poing d'Adlar, pour contre-attaquer avec un Avan Strash. Un enchaînement de techniques cumulées qui lui avait permis de vaincre le roi du mal. Maître Avan était véritablement un génie du combat, et on a peine à imaginer ce qu'il aurait pu devenir si sa puissance avait été plus élevée. Comme Crocodile le pressent, cette technique est très dangereuse pour Baran, car plus l'attaque de l'adversaire est puissante, plus la contre-attaque est punitive. Encore faut-il pouvoir l'encaisser. Non loin de là, Im et Albinas observent la scène, et la reine semble reconnaître le chevalier dragon. D'ailleurs dans le manga elle était plus surprise par sa présence, tandis qu'ici son faciès est encore une fois plus neutre. Baran concentre son aura, et saisit son épée, en nous offrant un plan sympa. Dans la planche de base, un arrière-plan mettait plus en valeur son esprit combatif. De son côté, Yunkel se remémore sa promesse envers Laralt. Des flashbacks nous sont proposés comme s'il était dans l'armure, ce qui est un excellent choix de mise en scène. Dans le manga, nous avions droit à une case avec un fond noir et le visage du fier guerrier avant de mourir. La confrontation est inévitable, et Albinas souhaite en profiter. Son visage en contre-plongée est superbe, et rend honneur à la planche de base dans laquelle sa froideur et son côté calculateur étaient bien mis en avant. Baran concentre son aura, qui se projette en multiples rayons, ce qui est inédit au manga dans lequel ce passage était un peu plus classique, mais diablement efficace, notamment avec une case présentant les deux guerriers qui se préparent à l'assaut final. Baran s'élance sur Yunkel, tandis que la reine en profite pour les attaquer et tout faire exploser. Dans le manga, alors qu'elle apparaissait, elle hurlait et citait le nom de son attaque, Needle Thousand, ce qui a été supprimé ici. La planche était formidable et marquait bien l'incroyable puissance d'Albinas. Autre élément qui a été modifié, puisque lors de l'explosion, on pouvait voir le bras de Baran sur Crocodile puis un effet de vitesse, comme pour nous signaler qu'il avait été sauvé in extremis. La reine est sérieusement blessée et une large partie de son corps a été pulvérisée, tandis qu'elle indique à Im que Yunkel a tout de même été neutralisé. On se retrouve du côté du roi des Carnassiers alors que le soleil est en train de se coucher. La temporalité était bien respectée, étant donné que l'on pouvait deviner le moment de la journée dans le manga grâce aux nuances de gris. Crocodile et Baran sont saufs, mais le guerrier immortel a été sévèrement touché et gît inconscient. La scène est poignante et notre cher Croco s'agenouille devant son ami, tandis qu'il hurle son nom. L'antagoniste moustachu explique alors ce qu'il s'est passé lors de la confrontation. N'ayons pas peur des mots, nous avons eu le droit à quelques secondes de masterclass. Un zoom sur le visage d'Albinas apporte une tension incroyable lors de son attaque, que le jeune guerrier encaisse de plein fouet avec des effets de lumière incroyables. Un plan de dos nous est alors proposé pour mettre en avant le sacrifice héroïque de Yunkel qui utilise son Bloody Scrade contre la reine. La luminosité change alors radicalement, en nuances de violet, de rouge et de bleu sur fond blanc. La musique est solennelle et accompagne avec puissance la scène. Alors que ce passage se veut extrêmement rapide dans le manga et se passe sur 2 pages, le choix a été pris ici de proposer un ralenti. La mise en scène est exceptionnelle et permet de délivrer une émotion hors du commun. On peut ainsi voir avec détail le corps de la reine être détruit, ainsi que le pauvre Yunkel supportant également la terrible technique de Baran. Le chevalier dragon ne peut pas s'arrêter et assiste à sa propre attaque sans pouvoir réagir. L'œuvre de base est exceptionnelle et nous sommes parfois un peu durs avec cette adaptation, mais nous avons ici vécu un moment de grâce qui a surpassé le manga. Bravo, ces quelques secondes étaient incroyables.
Le guerrier immortel est toujours vivant, mais il ne pourra plus jamais se battre. Baran ne sait pas comment racheter sa faute. Crocodile saisit le corps de son ami et demande au chevalier dragon de respecter sa volonté. Là encore, la musique accompagne avec brio les larmes du crocodile, tandis qu'il nous fait vibrer avec des mots venant du cœur. Les pages sont sublimées, concluant cette scène au soleil couchant absolument superbe. Quel régal! On souffle un peu en retournant du côté de Dai, qui a appris grâce à Chu l'emplacement de la porte vers le palais. Comme Pop est le meilleur atout contre la garde d'Adlar, le jeune garçon devrait être accompagné par quelqu'un d'autre. Mam se porte volontaire, et on sera un peu surpris par le mutisme de Nova. En effet, dans le manga, il se proposait de venir, ce qui a été supprimé ici. Et l'épisode se termine tandis que Baran débarque, et annonce que ce sera lui qui accompagnera Dai. La réaction de Pop morvonnée, hilarante et très fidèle. On se quitte alors avec le regard ferme, mais doute du chevalier dragon qui regarde son fils. Quel suspense sur ce magnifique duo à venir. Cet épisode était probablement attendu par beaucoup, étant donné que la confrontation entre Baren et Yunkel dispose d'une tension très marquée. Bien que la première partie de l'épisode dispose de plans parfois médiocres, il assure une bonne couverture des différentes scènes. L'insertion de la scène entre Adlar et sa garde à ce moment de l'intrigue est une très bonne idée, et permet de fluidifier le récit, notamment l'intervention de Im et Albina sur les mortes-terres. C'est évidemment la seconde partie de l'épisode qui restera dans les esprits. Ainsi, la technique du Mutojin exécutée par Yunkel a été bien adaptée. Quant à sa confrontation avec Baran, nous avons eu droit à un déluge de bon goût avec des jeux de couleurs et une mise en scène absolument incroyable. Toute la tension du manga était magnifiquement adaptée, allant même jusqu'à surpasser quelques secondes le matériel d'origine. Les musiques ont très bien accompagné les différents passages, et le style de Yuki Hayashi réussit à s'intégrer à l'univers de Dai no Daiboken, pour notre plus grand plaisir. Enfin, le personnage de Crocodile a été bien mis en valeur également, avec des regards pleins d'espoir maîtrisés, ainsi qu'un discours émouvant de fin d'épisode magnifiquement interprété par son seiyuu. Nous avons tellement hâte d'être à la semaine prochaine, et tout le potentiel du scénario va à présent pouvoir s'exprimer. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Dites-le nous dans les commentaires. Cette 51e review désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont évidemment en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.